Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La cité historique de Ouida recentrée au cœur du tourisme au Bénin, le gouvernement a décidé de revaloriser cette ville qui garde encore les empreintes de la traite négrière à travers la construction d'un complexe touristique dénommé le complexe de la Marina. C'est un prolongement de la route des pêches qui quitte Cotonou pour Ouida, un projet qui réconforte les populations de Ouida, comme vous allez le constater dans un instant. De l'eau potable pour les populations des arrondissements de Ngbegame et d'Agondi, les habitants de ces localités peuvent désormais avoir accès à l'eau sans grande difficulté, ceci grâce à la générosité du député Sani Maman qui a réalisé et mis à leur disposition des forages à grand diamètre. Le point de la cérémonie d'inauguration de ces forages dans ce journal. Campagne électorale spéciale en période spéciale, compte tenu de la pandémie du coronavirus. La campagne électorale pour les communales du 17 mai prochain, qui s'ouvre vendredi, sera essentiellement médiatique. Et ce ne sera certainement pas une sinécure pour les organes de presse réquisitionnés par la HAC. À quelques jours du démarrage de cette campagne, une équipe de Canal 3 Bénin est allée voir comment les organes de presse pris en compte s'apprêtent pour relever le défi. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Revalorisation de la ville de Ouida, cette cité historique qui garde encore la mémoire de la traite négrière et le point de départ des esclaves noirs pour les Amériques, reçoit un coup de modernisation. C'est une initiative du gouvernement du président Patrice Talon pour empêcher la cité historique de passer un coup de chiffon sur son histoire. C'est à travers la construction d'un complexe touristique dénommé le complexe de la Marina. C'est un prolongement de la route des pêches qui quitte Cotonou pour Ouida. Bon pour les détails. Le projet Route des pêches fait lentement mais sûrement son petit bonhomme de chemin et prend le virage définitif vers Ouida. La ville balnéaire et historique accueille plusieurs projets dont le principal est le complexe de la Marina. Ce projet majeur du gouvernement qui vise la valorisation du patrimoine touristique autour de la porte du non-retour est un lieu mémorial bien apprécié des natifs de la commune. Il y a le musée qui est en train d'être construit, qui est le musée international de mémoire. Et on peut parler donc de la Marina. La Marina, donc, c'est un complexe touristique qui se trouve à Djegbadji, où on peut venir pour voir le musée et pour manger et pour se restaurer donc, et rester toute une journée. On peut venir en famille. C'est vraiment quelque chose qui est pensé par le gouvernement, par le programme d'action du gouvernement. Mais ça nous fait plaisir aussi parce que bon, chaque fois il dit ça, mais on ne voit jamais. Ils sont passés mesurer chaque jour. Mais chez moi, ça me fait plaisir quand ils vont faire la route là. Et les gens sont en train de faire le dragage là où nous sommes maintenant, sur le site de la Afrique. Tout ce pareil projet là, ça nous plaît beaucoup parce que c'est le développement de notre village et de notre pays. Et surtout, précisément sur le continent d'Afrique jusqu'à Djebouadji là, ce qu'on a appris partout, c'est une bonne chose pour notre population. Le complexe touristique comprend des infrastructures auxiliaires à Djegbadji. Il s'agit de jardins publics appelés Jardin du Souvenir, d'un hôtel thématique de 150 chambres, d'un bateau de la mémoire appelé bateau du départ, d'un village artisanal, des boutiques et restaurants. Déjà, ressortissants de Ouida et alentours nourrissent de grandes ambitions autour du projet. Les business vont bien marcher et chacun va gagner un peu de côté parce que tant qu'il y a la voie, tout marche bien. Comme ça, si ça arrive que la voie est passée, nous-mêmes on peut vendre beaucoup parce qu'en ce temps les touristes vont descendre et en ce temps il y aura la sécurité aussi. Quand il y a la voie, il y a la sécurité. C'est ce que j'avais appris. Le tourisme va développer un peu Afrique, Ouida, Djebouadji là. Toutes ces zones-là sont vraiment concernées pour le tourisme. Et si ça marche bien, je préfère faire quelque chose d'Afrique parce que moi aussi je suis autochtone d'Afrique. D'ici quelques mois, le projet va prendre corps pour donner plus de visibilité à la commune. Les fils et filles de Ouida avouent non seulement leur admiration pour le projet, mais aussi se disent engagés pour suivre de près sa réalisation. On a plus espoir aujourd'hui et que notre espoir est en train d'être réalisé. On a un début de joie, mais nous
nous voulons être sur les aguets pour que tout ce que nous voyons là aille jusqu'au bout. Pour réaliser ce projet de complexe, cela nécessite de l'espace. Le gouvernement a prévu de déplacer un certain nombre d'infrastructures publiques de Diagbadji. Le centre de santé, le commissariat de police, une partie du collège d'enseignement général, de l'école maternelle publique et des bureaux de l'arrondissement. 25 hectares ont été identifiés pour la reconstruction de ces infrastructures publiques. Du soutien pour les populations des arrondissements de Ngoubé-Gamé et d'Agondji, des forages à grand diamètre sont réalisés et mis à leur disposition. C'est une initiative du député Sani Maman pour permettre à ces populations de s'approvisionner facilement en eau potable. Le point de la cérémonie d'inauguration de ces forages avec Imet Elena Mousso. Suivant. D'une profondeur de 47 mètres doté d'un système de puisage. Les infrastructures sont réalisées dans le cadre du projet PUI. Il est exécuté par l'organisation non gouvernementale BAT, bonheur accessible à tous en partenariat avec l'association ECD, ensemble aux côtés des démunis. Les joyaux vont permettre aux populations bénéficiaires d'avoir accès à l'eau potable, autrefois denrée très rare dans la zone. Regardez la distance qui sépare cette zone du centre du village. Et nos femmes quittent ici pour aller jusque là-bas. Donc c'est un calvaire pour nos mamans, c'est nos femmes. Mais aujourd'hui, grâce à Maman Sani, grâce à son équipe, je crois que cette difficulté vient d'être conjuguée au passé. Dorénavant à Djidja, les habitants d'Adame, à Ngoubé-Gamé ainsi que celles d'Avokanzon à Guessigon, dans l'arrondissement d'Agondji, peuvent se procurer le liquide vital au bout de quelques minutes d'effort. Les forages mis en service dans les deux localités témoignent de la générosité de l'honorable Sani Maman. L'ONG BAT a réalisé une dizaine de puits. L'honorable Maman Sani est notre partenaire direct qui nous aide à identifier les villages dans lesquels le besoin en eau se fait et nous allons réaliser ces œuvres-là. Le message que j'ai à leur dire, c'est de faire bon usage. Quant à moi, je suis prêt à les accompagner. Parce que tout ouvrage, à des moments donnés, peut avoir panne. Je suis prêt à encore accompagner pour que cet ouvrage ne soit utilisé pendant un peu de temps et après, ça serait conjugué au passé. En choisissant cette période de crise sanitaire pour inaugurer ces puits à grand diamètre, le donateur a notifié son intention d'amener également les hommes et femmes des localités bénéficiaires à s'appliquer dans le lavage des mains. L'occasion a été saisie pour sensibiliser les populations sur la pandémie du coronavirus. Elles ont également été invitées à respecter les consignes données afin d'éviter la propagation du Covid-19. Plusieurs flacons de savon liquide ont aussi été distribués. J'ai vu des populations qui font 2-3 km, parfois 5 km pour aller se procurer de l'eau potable. Parfois, l'eau qu'elles trouvent même, c'est de l'eau de ruissellement. Là, c'est horrible. Nous voulons agir et nous voulons être à l'image du président Patrice Talon qui ne parle pas beaucoup mais qui agit. Donc pour nous, c'est que qu'on soit d'une ethnie Peul ou Aoussa au fond, nous sommes tous des frères. Donc je voulais profiter de votre canal pour apaiser toute la population de Boycon, toute la population du Bénin en général, toutes les ethnies, qu'elles soient Peul, Aoussa, Dendi, Yoruba, même les fonds, pour dire que nous sommes tous des frères. C'est dans l'unité qu'on pourra construire ce pays. Nul ne sera de trop. Toujours dans la logique de jouer sa partition dans la résolution des problèmes auxquels sont confrontés ses mandants, l'honorable Sani Maman a annoncé la mise en service très prochaine d'une dizaine d'autres puits. Les joyaux sont en cours de réalisation dans plusieurs communes du département du Zou, notamment celles qui composent la 23e circonscription électorale. Entre meules traditionnelles et moulins à moteur, les femmes ont fait leur choix. Elles font désormais recours aux moulins pour écraser les condiments du repas. Si pour les unes, c'est une manière de gagner du temps à la cuisine, pour d'autres, par contre, c'est tout simplement pour éviter les contraintes et les difficultés des meules traditionnelles. À Natitingou, les propriétaires de ces moulins font de bons chiffres d'affaires les jours de marché, mais la question est de savoir s'il n'y a aucun risque à faire recours aux moulins à condiments. La réponse dans ce reportage de Régis Hippolyte Grosso. Astuce sans contrainte qui aide dans la préparation des repas, les moulins à condiments constituent de nos jours l'un des moyens les plus rapides auxquels nombre de femmes sont abonnées. Si tu es pressé, tu veux faire la sauce vite là. Tu écrases avec moulin là, ça t'aide à faire vite ce que tu veux faire.
Si par exemple tu es pressé pour mieux et vite faire là, si tu amènes au moulin 2 minutes après là, tu as fini de faire ta chose. Une manière de gagner du temps et qui aide également, selon certaines femmes, à avoir des condiments propres et sans graines. Quand on écrase avec la machine, c'est souvent propre et on passe souvent les graines dedans. Et quand tu fais la sauce, il y a souvent les goûts. Un avis que ne partage pas Dame Monique, qui préfère, elle, écraser ses condiments à la main. Quand on écrase à la main, c'est plus doux. Ça dit le goût est différent. Au-delà de ce goût différent, les femmes rencontrées ici au marché de Natitengu sont unanimes sur le fait qu'au moulin, l'on pourrait être déçu. Il y a des jours, quand tu écrases là, tu entends les odeurs bizarres. Et tu as dû déjà écraser sésame ou bien une autre chose. Quand vous avez amené là, ils vont renverser pour vous dedans et ça va mélanger et tu ne sens plus l'odeur de ta tomate. Quand on écrase à gousset avant d'écraser la tomate, c'est souvent blanc et les goûts ne sont pas les mêmes. Il faut ajouter à tout ceci le manque d'hygiène qui caractérise la plupart de ces lieux où sont installés ces moulins à condiments. Mais rien de tout ça n'empêche leurs propriétaires de faire de bonnes affaires les jours du marché de Natitengu. Jour de marché là, si j'ai acheté un litre d'essence, je trouve dedans au moins 2500 comme ça. Plusieurs femmes font recours aux moulins à condiments dans la préparation de leurs différents repas. Et même si l'on reconnaît parfois son utilité, il est important de penser également à l'aspect hygiénique de ces machines que le travail quotidien à durée indéterminée rend vieille, impropre et normalement hors d'usage. Alors présent à Porto Novo, où la reconstruction des deux marchés principaux se fait avec célérité. 3 mois après le début des travaux, une de nos équipes de reportage est allée constater l'évolution des chantiers de Wando et de Awangbo. Voici le reportage de Emma Rodono. 9 hangars de 80 places chacun en cours de construction ici le long de la berge lagunaire de Porto Novo. Il s'agit du site de relogement des commerçants et commerçantes du marché à Awangbo qui seront bientôt délogés pour laisser place à la reconstruction du marché. Actuellement, nous sommes en train de construire le marché de relogement des occupants du marché de Awangbo. Le marché de Awangbo, on contient environ 700 occupants. Donc actuellement, sur ce lieu, nous avons au moins 700 places qui est destinées pour les occupants du marché de Awangbo. Donc d'ici peu, le site serait libéré et nous allons commencer le relogement des occupants pour pouvoir commencer les travaux proprement dits. Sur le terrain, les concernés se réjouissent à l'idée d'avoir bientôt un marché flambant neuf en remplacement de celui qui les abrite en ce moment, vétuste et insalubre. azon dahona bayete president le kpo de wiwa de pepe ma jefi bodomoro emi na gra ahun agbo ti ari do pon pere amade wakawa edo dagbe mi na wa do hogbo lo dagbe na so yin ton. Pour ce que nous fait à Porto Novo, on est content parce que bientôt le marché va quitter ici pour aller sur le boulevard qui va chez l'ancien président de l'Assemblée. Quand le maire est venu, le maire nous a dit que le marché sera modernisé. Il y a des hôpitaux, même avec des hangars bien faits. Et le marché sera un marché bien fait. Tout comme le marché à Awangbo, le marché Wando bénéficiera d'une totale reconstruction. Plus de 6 000 occupants s'y bousculent chaque jour. Et pour leur relogement, ce sont 7 sites qui sont en cours d'aménagement dans les quartiers à Konabwe, Tokpota, Pogbomen et Wologede. Je suis vendeur de chaussures à Wando. Donc j'ai appris que le gouvernement veut nous faire partie d'ici. Ils nous ont dit qu'ils nous ont construit une maison à Wologede. Les clients qui nous connaissent ici, je ne sais pas s'ils vont savoir là où on est là-bas. Donc ça va nous jouer un peu, ça va jouer un peu sur nous.
On ne sait pas comment faire. On le félicite encore pour le marché qu'il veut nous construire. Les sites ont été remis à l'entreprise le 13 janvier dernier et elle dispose d'un délai contractuel de 15 mois pour livrer les deux marchés. La campagne électorale pour les communales du 17 mai prochain s'ouvre vendredi, mais va être, selon la RAC, essentiellement médiatique, ce qui implique un fort taux de travail au niveau des organes de presse réquisitionnés. À quelques jours du démarrage, une équipe de Canal 3 Bénin est allée voir comment les organes de presse pris en compte s'apprêtent pour relever le défi. Reportage. Ici, c'est le siège de la Radio nationale. La grille des programmes attend de faire sa petite toilette de circonstance pour se mettre au goût et aux exigences de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui veut une campagne électorale essentiellement médiatique. L'idée dans sa mise en œuvre désosse le contenu de la grille de la radio-mère et la soulage d'un important nombre de programmes. Ici, il faut sortir près d'une vingtaine d'émissions. Et là, vous comprenez aisément que quand vous sortez ce nombre d'émissions-là, ce nombre impressionnant d'émissions, alors qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de ces émissions-là? Et c'est là tout le casse-tête. Depuis 2 semaines, cette cellule travaille à trouver la formule magique. L'idée de la musique à longueur de journée pour combler les vides est une solution jugée un peu trop facile ici. Le chef a sa petite alternative en tête déjà. Je me focalise sur les anciennes œuvres professionnelles des aînés. Je vais puiser dans les archives pour voir ce qu'il faut passer à la place de ces émissions. C'est vrai, une grille de programme doit respirer. C'est ça la musique. Mais mettre la musique à longueur de journée, comme si on était dans un VIP, ce n'est pas possible en radio. Au service technique de la maison comme à la rédaction, où le personnel est déjà astreint à un nouveau redéploiement adapté à la gestion et au respect des mesures contre le coronavirus, on n'est pas tellement embarrassé. Tout est déjà prévu en effet pour les éventuelles situations à venir. Du point de vue de la production, nous avons déjà une façon de programmer les agents sur la production. Donc on a tenu compte de ceci pour faire la programmation. Il n'y aurait pas de problème. Nos éditions vont toujours faire, les grandes éditions vont toujours faire 25 minutes, parce que c'était à 35, on les a ramenés à 25, et les petites éditions feront toujours 10 minutes. Je ne crois pas, on aura toujours de la matière. À la télévision, on a déjà intégré ces difficultés liées au contenu des programmes et à la grille à maintenir vivante et attrayante tout au long de la période. Le souci est plutôt à la bonne réussite des passages, et là-dessus, les hommes des médias attendent beaucoup des partis politiques. Nous avons soumis nos doléances et nos préoccupations afin que ces partis-là, leurs représentants, puissent être à l'heure et se préparer au mieux avant de venir faire les enregistrements. Mettre à nos dispositions leurs attributs à l'avance, la veille, pour nous permettre à nos équipes également de faire le travail au mieux. Un autre souci partagé par les organes de presse dans cette formule de déroulement de la campagne électorale, c'est le manque à gagner financier qu'impose ce procédé. Dans le privé, on met le sens du patriotisme en avant. Et dans le public, on est a priori habitué. Après tout, nous sommes quand même au service de la nation. Et notre mission première, c'est le service public. L'argent ne va pas rentrer, mais ce n'est pas à tout moment. Ça va passer, le Covid, ça va passer, il y aura d'autres élections. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous sommes obligés, vous avez dit dans certains de vos reportages, qu'il y a eu un genre de réquisition. On s'en tient à ça et on avance. La campagne électorale s'ouvre vendredi prochain. Mais déjà, les partis politiques sont attendus à partir de ce mardi pour l'exercice de mise en boîte des messages. Une nouvelle expérience dans la vie démocratique du Bénin, engagée depuis 30 ans.
Les commentaires lus et repris abondamment sur les réseaux sociaux après l'annonce du retrait par le Bénin de son protocole à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont encore fait sortir le gouvernement. Cette fois-ci, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui justifie cette posture du Bénin. C'est à la faveur d'une déclaration de presse rendue publique à Cotonou, suivant les explications du ministre Séverin Quenom. En ce qui concerne notre pays, justement, le Rubicon a été franchi à l'occasion d'un contentieux opposant depuis quelques mois au Bénin la Société Générale de Banque, SGB, à une société dénommée Société Hôtelière de Restauration et Loisirs au sujet du remboursement d'un important crédit avoisinant 15 milliards de francs CFA. La Cour africaine, alors là, s'est abstenue d'en aviser la Société Générale, mais plutôt à notifier le recours le 18 février à l'État béninois qui n'était pas parti à la procédure, en lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre à la demande de sursis à exécution. Le 28 février 2020, soit exactement 14 jours après sa saisine, elle rendait une ordonnance faisant injonction à l'État béninois d'empêcher l'adjudication. C'est dire qu'en cette affaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était radicalement incompétente et n'avait même pas pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. La Cour africaine, non contente de s'aventurer sur un domaine qui n'est pas le sien, a fondé en l'espèce sa décision de sursis sur une méprise grossière du régime juridique du titre foncier en République du Bénin. Dans ce dossier, je dois le dire, le mal jugé est si manifeste, d'autant plus qu'il en résulte une grave remise en cause des fondements même du droit OHADA, dont les dispositions se trouvent dorénavant conjointement justiciables de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, de l'OHADA et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au mépris des mandats distincts donnés à chacune de ces juridictions par les États membres. De toute évidence, les errements de la Cour sont devenus une source d'insécurité judiciaire et juridique, qu'il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède. Ce sont donc ces considérations qui ont amené le gouvernement de la République du Bénin à prendre la décision de désengagement pour ce qui concerne la compétence de la Cour relativement aux requêtes individuelles et des ONG. Autre volet de l'actualité, échange ce lundi entre les chefs d'État de l'espace UEMOA. La rencontre qui a eu lieu par visioconférence a permis aux présidents des pays de cet espace économique d'aborder un certain nombre de problèmes d'intérêt commun. Au terme de cette rencontre, le ministre de l'Économie et des Finances fait ici le point des grands sujets abordés et les décisions prises. Suivant. Nous venons d'achever une conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, conférence à laquelle le chef de l'État a participé. Ça a été l'occasion pour l'ensemble des chefs d'État de l'UEMOA de faire le tour d'horizon des mesures prises au sein de l'Union pour faire face à la crise du coronavirus. Ça a été également l'occasion pour chacune des institutions de l'Union, que ce soit l'autorité de régulation des marchés financiers, la BOAD ou la Banque centrale et la commission de l'UEMOA, chacune de ces institutions ont fait le point des mesures mises en place pour accompagner à la fois les États, mais également les entreprises et nos populations dans cette période difficile. Ça a été également une occasion pour les chefs d'État de faire le tour d'horizon des questions sensibles, notamment les questions liées à la sécurité, aux enjeux sécuritaires au sein de l'Union. Je pense qu'il faut retenir essentiellement à l'issue des différents échanges que, d'une part, les chefs d'État et de gouvernement ont pris la mesure des besoins de financement nécessaires et ont donné des instructions pour que nos institutions, que ce soit la BOAD et la BCAO, continuent d'appuyer nos États, mais pas seulement les États, mais également les entreprises et surtout nos systèmes financiers décentralisés, toutes les structures qui font de la microfinance, donc qui apportent donc du financement aux couches les plus vulnérables de notre population. Il a également été décidé de mettre fin provisoirement à l'application du pacte de convergence et de stabilité, donc suspension de l'application des critères de convergence. Vous savez qu'au niveau de l'UEMOA, nous avons ce document-là qu'on appelle pacte de convergence, par lequel nous nous imposons un certain nombre de critères en matière de gestion des finances publiques
que ce soit des limites en matière d'endettement ou également des limites en matière de déficit budgétaire. Donc, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle chacun de nos États sont aujourd'hui, la situation que nous traversons, il a été jugé, comme ce qui a été fait d'ailleurs dans la plupart d'autres pays, de suspendre provisoirement l'application de ces critères pour donner à chacun des États la capacité, toute la flexibilité nécessaire pour répondre efficacement donc, à cette crise. Voilà l'essentiel de, je pense, ce qu'on peut retenir de cette conférence. Actualité coronavirus à présent, le Bénin vient de recevoir la deuxième partie de sa part du don de la Fondation Jack Ma à l'Union africaine. Annoncé depuis quelques semaines, le matériel de riposte contre la Covid-19 est arrivé ce lundi à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il est réceptionné par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Allez Momoni pour les détails. Le cargo éthiopien, à nouveau sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Au déchargement, 2 palettes d'équipements médicaux et de protection pour la riposte contre le Covid-19 réceptionnées par le ministre de la Santé et le représentant résident de l'OMS au Bénin. Il s'agit des matériels offerts à l'Union africaine par l'homme d'affaires chinois Jack Ma. Et cette cargaison est la part du Bénin. Il s'agit effectivement de la deuxième partie du don de la Fondation Jack Ma, qui est composée de 18 900 kits de prélèvement et 18 910 kits d'extraction d'ARN pour le laboratoire, de 9 500 gants, de 5 respirateurs, de 36 thermoflash pour prendre la température et de 3 700 équipements de protection individuelle pour les sites de prise en charge, ainsi que de 3 700 masques faciaux pour la protection lors des prélèvements. Et c'est le lieu encore de remercier encore une fois la Fondation Jack Ma et également le peuple chinois pour cet appui, cet élan de solidarité manifesté à l'égard du peuple africain au cours de cette pandémie que nous traversons. C'est le lieu également de saluer l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme alimentaire mondial qui nous ont permis l'acheminement et l'arrivée à bon port de ce don. Ces intrants viennent renforcer le dispositif de riposte déjà installé par le Bénin. Et selon le ministre de la Santé, ces équipements serviront au prélèvement qui permettra de mener à bien le diagnostic du Covid-19. Ainsi se referme ce journal. Merci de m'avoir reçu chez vous. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur notre site internet www.canal3television.com. Bonne soirée à chacun et à tous.